raconte. Christophe Andelatte. Voici l'histoire d'un taré, un sacré taré, Joseph Messina. Je vous donne son nom parce que vous ferez sa connaissance dès le début de mon histoire. En 1993, Messina a dézingué sa femme et le nouvel amoureux de sa femme, froidement, sans état d'âme. Il ira même jusqu'à dire qu'il se sent beaucoup mieux depuis. Pour débriefer cette histoire, je ferai appel à Maître Fernex de Mongex, du barreau de Chambéry, partie civile dans ce dossier. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Le dimanche 12 septembre 1993, à 2h du matin, les gendarmes de Brignoles, dans le Var, reçoivent un appel très étrange. Il nous a attachés. La petite. Il nous a pris ma nièce. On pouvait plus bouger. La petite pleure. Faut les retrouver. Très vite. Où est-ce que vous êtes, monsieur? On est au Val. Vous ne bougez pas. Vous respirez, vous vous calmez, on arrive. Le Val, c'est juste à côté de Brignoles. Les gendarmes arrivent sur place rapidement et ils tombent sur un homme très secoué, flanqué d'une fillette d'environ 10 ans, en larmes. Bon, c'est qui cette petite fille, monsieur? C'est Victoria. C'est ma nièce. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il est rentré chez nous, il avait un pistolet, il nous a ligotés sur le lit, et il est parti avec Magali. Essayez de vous calmer, monsieur. Qui est Magali, monsieur? Magali, c'est ma nièce. C'est la mère de la petite. Il est parti la tuer quelque part, j'en suis sûr. Quel est son nom, à Magali? Ferrand. Magali Ferrand. Et à quoi il ressemblait cet homme, monsieur? Mais je le connais. C'est le mari de Magali. C'est le père de la petite. Il va la tuer, c'est sûr. Il est complètement fou. Elle vit ici, votre nièce Magali, et votre petite nièce Victoria? Juste depuis 2 semaines. À cause de lui. Mais il les a retrouvés. Mais pourquoi il lui en voulait, à votre nièce? Eh bien parce que Magali, elle a un nouveau copain. Thierry, il s'appelle. Et l'autre, il est jaloux comme tout. Il s'appelle comment, le mari de votre nièce? Joseph Messina. Et là, les gendarmes se tournent vers la petite. Et toi, Victoria, tu peux nous raconter? Papa, il est très méchant. Il voulait tuer maman. Et Thierry aussi. Thierry, c'est le nouveau copain de ta mère, c'est ça? Oui. Et comment tu sais que ton père veut le tuer? Tout à l'heure, il avait les clés de la voiture de Thierry dans la main. Je les ai reconnues. Ça veut dire qu'il l'a trouvé lui aussi? C'est donc l'histoire d'un ex-mari, jaloux, de toute évidence, violent, ça paraît clair, qui est arrivé à localiser sa femme qui se planquait, et sans doute son nouvel amoureux, et qui va peut-être les dézinguer tous les deux. Donc, faut pas traîner. Les gendarmes lancent immédiatement un plan de recherche national et international. Ils sont d'autant plus inquiets qu'ils ont interrogé le fichier. Joseph Messina sort de prison. Et il a sale réputation. Bon, l'oncle nous a dit que Messina ne connaissait pas son adresse. Donc s'il a trouvé l'adresse, c'est que quelqu'un la lui a donnée. Et il pense que le seul qui savait où elle était, c'est donc le nouveau copain Thierry. Thierry Garbolino, l'oncle nous a donné son nom. Il est censé habiter Chambéry, donc il faut demander aux collègues de Chambéry d'aller voir chez lui. Avec un peu de chance, il est encore vivant. Ça, il y a de quoi en douter. Les gendarmes vont chez lui, ils sonnent. Manifestement, le petit copain Thierry n'est pas là. Le lendemain matin, les gendarmes reçoivent l'appel de 2 chasseurs. Voilà, on est parti à la chasse de bonne heure. Et on a trouvé un cadavre. Enfin, je pense qu'il est mort. Il bouge pas, il est plein de sang.
On n'a pas osé s'approcher. C'est à quel endroit, monsieur? Au Mont-Granier, sur un sentier. Entendu, donc vous retournez sur place. Ah, vous vous mettez sur le bord de la route pour qu'on puisse vous localiser, on arrive. A priori, le type a reçu 2 balles dans la tête. C'est du 11,43 si tu veux mon avis. C'est même sûr. Regarde dans sa poche, s'il n'y a pas quelque chose pour l'identifier. Ouais, il y a un carnet de chèques. Au nom de Thierry Garbolino. Donc c'est le type que les collègues de Brignoles nous ont demandé d'aller voir chez lui hier soir, ça. Eh oui, c'est lui. Comme le craignait l'oncle et sa petite nièce, Messina l'a dessoudé. Pan. Il avait 27 ans, il était ingénieur en informatique et, contrairement à Messina, il paraît que c'était un doux, un tendre. Cette fois, Magali avait tiré le bon numéro. Mais il est mort. Les gendarmes de Chambéry se lancent alors dans une enquête pour tenter de savoir dans quelles conditions Garbolino a été abattu. Et quand? Il commence par aller à son boulot. Oui, il était au boulot toute la matinée de vendredi. Il est parti à midi. Il nous a dit qu'il fallait qu'il récupère le vélo de la petite Victoria, c'est la petite fille de Magali, sa nouvelle compagne. Il devait les rejoindre pour le week-end. Et donc il fallait qu'il apporte le vélo. Et il est revenu l'après-midi. Oui. Oui, il est revenu travailler à peu près jusqu'à 5h30. Rien de particulier à nous signaler. Si, quand il est parti, par la fenêtre, j'ai vu qu'il parlait à un gars. Et après, ils sont montés dans la voiture, ils sont partis. Le gars en question, ça devait être Messina. Et on peut imaginer qu'ensuite, il a extorqué à Thierry l'adresse de Magali, et qu'ensuite, il est allé le dézinguer dans le bois. Confirmation que ce Messina est une brute épaisse, et qu'il y a toutes les raisons d'être inquiet pour Magali. Très inquiet. La suite se passe dans le Var. En fin de matinée, pas loin de Val, 2 promeneurs tombent sur un cadavre. Et c'est le cadavre de Magali. 2 balles de gros calibre dans la tête. Les gendarmes font venir un médecin. Bon, on regarde la température du corps et des rigidités cadavériques. Je dirais qu'elle a été tuée vers 1h du matin. Oui, 1h du matin. Ça veut dire que Messina, qui l'a enlevé chez son oncle à minuit, l'a tué 1 heure plus tard. La brute! À partir de ce moment-là, retrouver Joseph Messina devient une urgence absolue. Bon, d'abord, dans un premier temps, il faut mettre tout l'entourage de Thierry Garbolino et de Magali Ferrand à l'abri. Nous, il faut qu'on s'occupe de la petite Victoria. Il va peut-être vouloir la récupérer elle aussi, donc le mieux, c'est de la faire venir ici, à la gendarmerie. Elle sera vraiment à l'abri ici. Lui, évidemment, il va essayer de se planquer. Peut-être en Italie, puisqu'il est d'origine italienne. Ses parents ont émigré dans la région de Chambéry dans les années 60. D'ailleurs, il faut peut-être que je vous dise 2 ou 3 choses sur lui, le temps qu'on le retrouve. Si on le retrouve. Parce qu'il a un passé, le Lascar. Un sacré passé qui fait craindre le pire. Je vais pas pouvoir vous donner tous les détails, il y en a long comme le bras. Retenez seulement qu'à la fin des années 80, Messina était à la tête de ce qu'on appelle un gang à tiroir. Une bande de braqueurs du genre qui débarque haut les mains, peau de lapin, et qui se tire avec la caisse. Une sacrée bande qui, pendant 1 an, a signé 12 braquages. Évidemment, à un moment, il s'est fait pincer. Là aussi, je vous passe tous les détails. Il a filé en tôle. Et puis le juge d'instruction manquait de preuves. Il y a de la chance que pour les coquins. Et donc, dans l'attente du procès, il a été obligé de le laisser sortir en liberté provisoire. Et ça nous intéresse de près parce que c'était il y a 3 mois, tout ça. Quand il dézingue sa femme Magali et le nouveau copain de celle-ci, ça fait 3 mois que Messina est dehors. Et maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fichait avec lui, ce sale type, Magali? Eh ben, vous le savez, ça. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Elle est tombée red dingue de lui, elle avait 17 ans.
Elle le trouvait romanesque, sans doute. Même si sa mère ne l'aimait pas du tout. Alors elle a attendu ses 18 ans et hop, elle a filé avec lui. La petite Victoria est née 2 ans plus tard. Et là, ça a commencé à tourner vinaigre. Il était jaloux, possessif. Enfin, c'est simple. Elle n'avait pas le droit d'avoir un copain garçon. Juste un copain. Il fallait qu'elle reste enfermée avec sa fille à la maison, alors que lui disparaissait des nuits entières. Et puis bon, il a été arrêté. Et Magali, elle est devenue une femme de prisonnier. Elle allait le voir, elle lui envoyait de l'argent. Mais attention, il avait beau être en tôle, elle n'était pas libre. Elle avait intérêt à marcher droit, hein. Elle avait les frères et la mère de Messina sur le dos. Mais elle l'aimait plus. Elle en voulait plus de Messina. Et lui, depuis sa prison, il l'a bien senti. Et ça l'a rendu fou. Pour vous dire, un jour, elle vient le voir au parloir. Elle oublie de porter le linge propre, c'est elle qui faisait son linge. Il lui a balancé une torgnole au parloir. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Thierry. Et qu'elle est tombée amoureuse de lui, quoi. Faut reconnaître qu'il était tellement différent de Joseph. J'avoue que je la comprends. Mais il l'a su, lui, en prison. Elle est allée le lui dire. Sur le coup, il n'a pas trop réagi. Faut dire qu'il avait besoin d'elle. Il espérait sortir de prison. Et pour ça, il lui fallait quelqu'un pour promettre de l'héberger. Il en avait besoin, quoi. Et elle l'a fait, hein. Elle a signé le certificat d'hébergement. Elle a eu tort, hein, parce que si elle n'avait pas signé ce pape-là, lui, il serait encore derrière les barreaux. Et elle serait encore vivante. Et quand il sort de prison, comment ça se passe? Ça se passe mal. Il va direct chez elle, avec une idée fixe. Qui est ce type qu'elle a rencontré? Un jour, il lui a même collé un cran d'arrêt sur la gauche pour qu'elle parle. Et là, elle lui a dit qu'elle avait quelqu'un. Mais elle n'a pas voulu lui dire son nom. Hein. Mais elle, pourquoi est-ce qu'elle porte pas plainte à ce moment-là? Mais elle a porté plainte à la police. Et ils n'ont pas réagi. Si, il a été convoqué. Il les a embrouillés. Et les flics, évidemment, ils savaient plus qui disait la vérité. C'était parole contre parole, alors ils l'ont laissé repartir. Et c'est là que Magali, elle a pris sa fille sous le bras et qu'elle est allée se réfugier chez son oncle dans le Var, là où il est venu la chercher, pour la tuer. Elle avait peur. Ah ça oui. Elle était terrorisée. L'impression, vous savez, d'être une bête traquée. Elle pouvait quand même pas se cacher toute sa vie. Et donc là, elle a écrit au procureur de la République pour lui dire qu'il était dangereux, qu'il fallait qu'il retourne en tôle. Il n'a pas répondu. Alors elle lui a écrit, réécrit. Sa dernière lettre date du 1er septembre. Et 10 jours plus tard, il l'a tué. Bon, maintenant, je pense que vous savez à peu près tout sur ce sale type, sur cette brute épaisse. Maintenant que ce type est en cavale, il faut le retrouver, fissa. Patrouille à autorité. Bon, on vient de retrouver le véhicule de Garbolino Thierry sur un parking à environ 30 km de Chambéry. D'après les riverains, elle n'a pas bougé depuis 15 jours. La fouille de la voiture ne donne rien. Les gendarmes, bien sûr, ont placé sur écoute tout l'entourage de Messina, mais ça ne donne rien non plus. Sa famille et ses amis connaissent la musique, ils se méfient. Parallèlement, l'affaire fait la une des journaux. Un double meurtre, c'est normal. Et du coup, les gens le voient partout. Et les gendarmes, à chaque fois, vérifient. Ils perdent beaucoup de temps à ça. Et ça ne donne rien non plus. Le grand espoir à ce moment-là, c'est le pognon. Parce que ça coûte cher, une cavale. Faut se loger, faut bouffer, faut payer des gens pour qu'ils se taisent. Et donc l'idée, c'est que, sauf s'il a des réserves, à un moment, Messina va devoir sortir du bois pour se refaire. Et ça ne loupe pas. Un hold-up a eu lieu ce matin dans une agence de Crédit Lyonnais, en plein cœur de Chambéry.
Le braqueur est arrivé à 8h30 à l'ouverture de la banque avec un revolver à la main et un casque de moto dans l'autre. Il a agi à visage découvert, cheveux taillés courts et moustache. Et 5 minutes plus tard, il s'est enfui avec la somme de 185 000 francs. Et comment a-t-il fait pour se faire remettre cette coquette somme par la directrice? Mais il a dit, je suis recherché par la police. Il a dit, j'ai plus rien à perdre. Il a dit, personne ne bouge ou je tire. Amenez-moi la caisse immédiatement. Et on voyait bien qu'il rigolait pas, quoi. Il avait vraiment plus rien à perdre. Inutile de vous préciser que c'est Messina, bien sûr. Gonflé, le gars. Gonflé et aux abois. Joseph Messina refait parler de lui un mois plus tard. Quand une lettre arrive à la rédaction du journal local de Chambéry, le Dauphiné libéré, et au même moment au bureau du procureur. C'est un courrier épais, posté à Lyon, et signé Joseph Messina. Et au cas où on aurait un doute, il a apposé ses empreintes digitales. Et vérification faite, ce sont bien les siennes. C'est une très longue lettre de 80 pages, d'une écriture régulière et sans rature. Une lettre dans laquelle il raconte son histoire avec Magali, de son début merveilleux jusqu'à sa fin tragique. Le journal décide de publier 3 jours de suite des extraits de la lettre. Mais pas en totalité, pour ne pas blesser les familles de Magali et de Thierry. Je suis bien Joseph Messina, né le 4 décembre 1959 à Chambéry, actuellement en cavale. On me dit dangereux. Face au danger, certainement, quelles que soient les circonstances, mais jamais plus que certains flics. Je suis loin d'être un ange, mais sûrement pas un ennemi public comme on dit. Je suis encore jeune, mais je connais déjà beaucoup de choses de la vieillesse. J'en ai peur, et donc, je n'espère pas me faire vieux. En attendant, chaque jour de liberté que je vous vole est une victoire pour moi. Et après, Messina explique le sens de sa démarche. Il faut que nous fassions un saut dans le passé, afin que je vous raconte tout cela depuis le début. Par ces mémoires, je viens pas vous mendier la clémence pour le jour où je passerai en justice, et encore moins essayer de minimiser les faits. De cette histoire, je veux juste donner la version détaillée. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est d'avoir fait un enfant avec elle. Et ensuite, il réécrit l'histoire à sa sauce. Une histoire dans laquelle il n'est pas le salaud, une histoire dans laquelle il est presque la victime. Honnêtement, ça me fait suer de vous lire certains passages de cette lettre. Ça me fait suer de participer à la mystification de ce type. Juste quelques extraits pour que vous voyez à quel point c'est insupportable. Par exemple, il écrit que c'est elle qui le délaissait et le trompait, alors qu'on sait que c'est lui qui l'a délaissé et qui l'a trompé. Il se plaint aussi qu'elle ne soit pas venue assez souvent le voir au parloir. Il dit aussi qu'un jour il est arrivé au parloir et qu'elle était habillée comme une salope. Bon, j'arrête là, ça me débecte. Ce type se prend pour le centre du monde, et moi j'ai aucune envie de le mettre au centre du monde. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le récit qu'il fait des 2 crimes. Parce que dans cette lettre, il avoue, il assume. Le meurtre de Thierry, d'abord. Il l'a attendu sur le parking de son entreprise pendant 2 heures. Et quand il l'a vu arriver, il lui a montré son arme, et il lui a dit « Tu me reconnais? Tu sais qui je suis? Alors ferme-la, sinon je te bute. » Et là, il dit que Thierry était mort de trouille, et qu'il a prétendu qu'il ne voyait plus Magali. « Si c'est Magali que tu cherches, je la vois plus. Je sais pas où elle est. » C'est très embêtant, ça. Allez, ouvre la voiture. Ouvre la voiture! Et là,
Mais c'est le vélo de ma fille, ça. Tu dis que tu sais pas où elles sont. Et tu leur amènes des affaires? Tu me prends pour un con? Tu sais pas où elles sont? Monte dans la voiture. Messina raconte qu'il prend le volant, qu'il roule une dizaine de kilomètres, qu'il s'arrête dans une carrière désaffectée, qu'il fait descendre Thierry et qu'il lui crie « Où sont-elles? Où sont-elles » Il dit que là, il le gifle, il lui passe les menottes. « Où sont-elles » Et là, il raconte que l'autre lui balance l'adresse. Il l'aide à se relever, il le pousse dans la voiture, il l'emmène au col du Granier, il arrête la voiture, il le fait descendre, il lui enlève les menottes. On va marcher, un peu. Et après, je devrais t'attacher. Je vais être sûr que tu préviendras personne. À un moment, Thierry lui demande « Alors, tu vas faire quoi? Moi? Je tuerai Magali demain. Et toi, tout de suite. » Dans cette lettre, il raconte aussi comment ça s'est passé avec Magali. Dans la voiture, elle lui demande « Tu vas faire quoi, là, José ?» Ben, j'ai tué Thierry, tu sais. Et tu vas le rejoindre. Mais d'abord, je vais te montrer son cadavre. Il l'emmène sur un sentier, et elle lui dit « Mais je t'en supplie, pense à Victoria. » Et toi, t'y pensais à Victoria quand tu te faisais sauter en boîte de nuit? Et là, il lève le bras. Il faudra attendre 4 mois pour retrouver Joseph Messina, par hasard. En janvier 1994, les policiers de la brigade de répression du proxénétisme arrêtent un Mac à Paris. Ils perquisitionnent un de ses studios et dans le lave-linge, ils trouvent un Colt 45, des chargeurs, des munitions, des holsters, des gants, du maquillage, du ruban adhésif et une cagoule. C'est à qui, ça? C'est à qui? Oh, c'est un gars qui joue en studio. Mais je le connais pas. Je l'ai jamais vu. Les policiers se mettent en planque et ils le serrent quand il rentre chez lui. C'est Messina. Il n'oppose aucune résistance. Mieux, il annonce aux policiers qu'il a tué 2 personnes et qu'il est recherché. Et il ajoute crânement « Eh ben bravo les gars, vous allez prendre du galon ». Le procès de Joseph Messina s'ouvre devant la cour d'assises de Chambéry le 10 octobre 1995. Il est là, dans le box, fier, la tête haute, le regard défiant, et la chemise ouverte sur son torse, sur lequel, au bout d'une chaîne, on voit luire une croix d'or. Une vraie tête de patron d'auto-tamponneuse. « Monsieur le Président, je voudrais que vous lisiez la lettre que j'ai envoyée, à voix haute, pour que les jurés sachent. Monsieur Messina, il en est hors de question. » Et à partir de là, il ne répond plus qu'aux questions qui lui plaisent, c'est-à-dire pas beaucoup. En revanche, sur les meurtres, il est d'accord pour s'expliquer. Et on s'aperçoit que 2 ans après les faits, sa colère est intacte. Magali, elle m'a humilié. Elle m'a piétiné. Elle méritait la mort. Tout comme son copain Thierry. Ce que j'ai fait, je le referai 10 fois. Alors oui, je suis un assassin. Mais je suis un assassin propre. Je suis en paix avec ma conscience. Depuis que j'ai tué Magali. La vérité, c'est que je vis mieux. Et quand on lui demande de raconter le meurtre de Magali, j'ai tiré une première fois. Ça l'a touché dans le bras. Et là, j'ai regardé sa sale gueule, et je lui ai remis une 3e balle dans la tête. Ça vous va comme ça? Et après, à chaque fois qu'il parle d'elle, il dit « C'est une pute, c'est une salope, c'est une poubelle à sperme, c'est une traînée. »
Un expert psychiatre vient à la barre. Il est intelligent et capable d'affectivité. Mais dans le cadre passionnel de sa relation, la rupture initiée par Magali Ferrand a représenté pour lui une blessure narcissique absolument intolérable pour lui. Avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, Joseph Messina a le dernier mot. Vous savez, quelle que soit la peine qui va m'être affligée, la souffrance qui m'attend me fera moins de mal que m'en a fait Magali. Eh bien ça, on verra. Après 3 jours de procès, Joseph Messina est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 18 ans. Mais c'est pas fini. En mars 2019, après 25 années passées derrière les barreaux, il bénéficie d'une permission de sortie. Et il ne rentre pas. Le revoilà en cavale 25 ans plus tard, mais pas longtemps. Il est rattrapé 1 mois plus tard à la terrasse d'un café de Chambéry, et dans sa voiture, les flics trouvent des armes. Retour en prison. J'en ai vu des brels dans ma vie. Je vous en ai raconté des histoires de tarés. Mais celui-là, il est phénoménal. Maître Fernex de Mongex, vous êtes avocat au barreau de Chambéry, vous étiez dans ce dossier avocat de la mère et de la sœur de Magali Ferrand. C'est très ancien, donc vous pouvez me répondre, je ne sais pas, mais est-ce que vous savez ce qu'est devenue la petite Victoria, dont la mère a été assassinée et dont le père est l'assassin? Non, je peux simplement vous dire que quelques années plus tard, j'avais eu des contacts avec elle pour des problèmes purement juridiques, mais depuis cette date-là, je n'ai aucune nouvelle de la famille. Alors on est d'accord que il a été condamné pour assassinat, 2 assassinats. Double assassinat. Ouais. C'est-à-dire de meurtre prémédité. Il encourait perpétuité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors c'est sensiblement la même chose, 30 ans avec peine de sûreté et perpétuité. Mais pourquoi est-ce qu'il prend pas perpète, à votre sens? Bon, parce que je pense simplement qu'il y a eu de la part de la cour d'assises la prise en considération, si vous voulez, que c'était qu'il y avait un problème pathologique qui était majeur. On ne peut pas, si vous voulez, raisonner, quand on vous a d'ailleurs écouté, et sans flagornerie aucune, retracer très précisément les choses. On peut pas penser que ce gars-là ne soit pas atteint par cette fameuse blessure narcissique, par un orgueil démesuré, par un ego incroyable, je veux dire. Il y a une chose qui m'a énormément marqué dans ce dossier, c'est qu'à un moment donné, il a demandé, et c'est son droit le plus absolu, de reprendre en main l'arme du crime. Pendant le procès? Pendant le procès. L'huissier audiencier lui tend. Il prend cette arme, il la met dans sa main, et il la caresse. Et il nargue tout le monde en prenant cette arme et en la caressant. C'est de la jouissance. Tout à fait. Et devant lui, il y avait les époux Garbolino, dont c'était le fils unique, je vous le rappelle. C'était le fils unique de monsieur et de madame Garbolino. Madame Garbolino est décédée depuis. Et c'était leur fils unique, c'était leur espoir. C'était un gamin de 27 ans qui avait tout l'avenir devant lui, qui était adorable, gentil, etc., bien élevé, enfin tout. Voilà. Et devant eux, il caresse l'arme. Et il caresse l'arme. Jouissance. Tout à fait. Donc pour vous, il est atteint de quelque chose de pathologique sur le plan psychiatrique, qui n'est pas une excuse pénale. Hein, qui n'est pas une exclusion totale au niveau pénal, bien sûr, mais qui a été pris en considération. Et puis, vous avez bien fait de le dire également. La justice, elle se sent mal aussi dans ce dossier. Parce qu'à plusieurs reprises, on a quand même tenté de prévenir le procureur de la République, les services de police et autres, oui, et on a vu et au moins 2 fois, et les services judiciaires, et comme il était, j'ai dit, un beau parleur, et c'est là où il a excellé, c'est qu'il a emmené tout le monde dans le panneau.
Il y a évidemment eu aucune poursuite contre ces policiers qui n'ont pas vraiment cru à la plainte de Magali, contre ce procureur qui n'a pas vraiment lu ses courriers. C'est pas des plaintes, c'est, si vous voulez, il y a eu des enquêtes, il y a eu une enquête qui a été diligentée. Mais à partir du moment où il est convoqué, où il dit, vous savez, oh, j'ai eu un problème, oui, d'accord, mais vous savez, voilà ce qui s'est passé, il les a tous endormis, excusez-moi du terme. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de réaction telle qu'on aurait pu éventuellement l'espérer. Alors maintenant, avec tout ce qui se passe, la presse, les féminicides, etc., on aurait peut-être pu, avec malheureusement l'actualité brûlante, peut-être voir les choses différemment, mais en tout cas à l'époque, on s'est dit bon, hein, est-ce que c'est pas un drame d'amour? Bon, écoutez, essayez d'arranger les choses entre vous, etc. Mais on n'a pas pris la mesure, si vous voulez, de la dangerosité de José Messina. Pour en revenir à son narcissisme, on a presque l'impression que quand il est arrêté, il est content, il est soulagé. Il dit aux flics, hein, vous allez prendre du galon. Parce qu'il en peut plus. Parce que vous savez, être en cavale, il faut changer souvent de planque, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des amis sur lesquels vous pouvez compter, parce que sinon le moindre type peut vous dénoncer. Donc si vous voulez, je vais pas le plaindre d'être en cavale, mais je vais simplement vous dire que au niveau des nerfs, il faut avoir des nerfs particulièrement solides. Or, il est évident qu'arrivé à un moment donné, même dans la région parisienne, de toute façon, il aurait été, à mon sens, tôt ou tard dénoncé parce que il y avait plein de contrôles qui avaient été effectués en raison justement de sa cavale et que, vraisemblablement, il dérangeait certains autres membres du milieu. Mais quand il dit aux flics, vous allez prendre du galon, c'est qu'évidemment, il se donne une importance démesurée. C'est-à-dire, vous avez arrêté l'ennemi public numéro 1, vous allez prendre du galon. Voilà, parce que vous savez, non seulement, souvenez-vous, il a fait effectivement ces 80 feuillets, mais il a enlevé sa cagoule au Crédit Agricole. Il savait très bien qu'il y avait une caméra. Donc, si vous voulez, il était là pour braver effectivement l'ordre public, les gens et les policiers. Donc, finalement, ceux qui sont arrivés à Paris, qui l'ont arrêté, ils vont avoir la gloriole de Messina qui vont dégouliner, alors que c'est sa fatuité à lui qui dégouline. C'est pas la réalité des choses. Parlons donc de cette lettre. D'abord, une question, est-ce que vous l'avez lue d'un bout à l'autre ? Oui, à l'époque, bien sûr, parce que c'était une pièce essentielle. On essayait de trouver les explications. Bon, hormis celle que José Messina essayait il tentait d'expliquer son geste, mais comme vous l'avez indiqué dans votre exposé initial, il présentait les choses comme il les entendait. Oui. C'est-à-dire que Magali Ferrand n'a jamais été une traînée. Magali Ferrand n'a jamais été une pute quelconque, c'est pas vrai du tout. Magali, elle a supporté José Messina avec ses sautes d'humeur. N'oubliez pas qu'il est italien du Sud. J'ai rien contre les Italiens du Sud, mais on sait qu'ils ont quand même beaucoup de caractère et qu'ils ont une vision de la femme qui est un petit peu rétrograde. En ce qui concernait Magali, elle ne l'a jamais trompé. Et je l'ai plaidé cela. Parce que c'est elle qui en avait assez arrivé à un moment donné, entre les parloirs, il fallait continuer, il fallait apporter les... Voilà, c'est tout cela qui était effectivement trop lourd, et puis elle ne pouvait pas réellement vivre un amour parfait avec un homme tel que celui-ci. Donc elle lui a bien dit qu'elle entendait le quitter, et elle l'a fait, j'allais dire, de façon relativement pacifique. Elle ne l'a pas mis devant le fait accompli, elle lui a fait comprendre à plusieurs reprises, et pendant plusieurs mois. Et lorsque elle a définitivement quitté José Messina et qu'elle le lui a dit, elle ne l'avait pas trompé préalablement avec Thierry Garbolino. Et c'est important de le savoir, non seulement parce que sur ce point José Messina a largement menti, mais c'était surtout pour préserver la mémoire, si vous voulez, de Magali. Et cela, à l'audience, il avait beau dire ce qu'il voulait, tous ceux qui sont passés, tous les témoins ont dit, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Magali n'aurait jamais fait ça. Magali, en revanche, c'est vrai, elle avait trouvé un nouveau bonheur auprès d'un autre homme, mais qui avait effectivement d'autres facettes et d'autres qualités. Cette lettre, qu'est-ce qui s'en dégage ? Bon, son narcissisme, parce que s'il y a quand même un signe de narcissisme, c'est d'écrire sa propre histoire et d'écrire 80 pages sur sa paume. Pour se satisfaire, pour donner une image de lui, pour tenter de tenir aussi le devant de la scène,
parce que il voulait non seulement que le procureur de la République soit au courant, mais il a pris la précaution de l'envoyer également au Dauphiné libéré. Donc on savait également que Thierry Garbolino, son père, était un très honnête commerçant et très connu au niveau chambérien, et c'était pour lui la façon de, non pas seulement de signer son crime, mais de déterminer son territoire. Quand le Dauphiné publie, en le feuilletonnant, cette lettre en 3 parties, pas la totalité de la lettre, mais beaucoup d'extraits, comment réagissent la mère et la sœur de Magali dont vous êtes le conseil? Si vous voulez, on est un peu abasourdi d'abord, parce qu'on se dit, est-ce que, véritablement, c'est le rôle du Dauphiné libéré? Point. Et puis ensuite, on se dit, est-ce que c'est un facteur de compréhension de l'affaire? Et est-ce que, surtout, cela permettra à faire réagir peut-être certaines personnes, et notamment de procéder à l'arrestation relativement rapide de José Messina? Si vous voulez, il y avait cet angle un peu paradoxal que je vous décris, mais qui effectivement correspondait, à mon sens, à la réalité de la situation et à ce qu'elle ressentait à l'époque. Et puis il y a donc la fin de l'histoire, qui n'est pas tout à fait la fin finalement. Au bout de 25 ans de détention, c'est-à-dire 7 ans au-delà de sa peine de sûreté, donc sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. Préalablement à une libération conditionnelle, il obtient des permissions de sortie. Au cours d'une de ces permissions de sortie, il s'évade. Est-ce que vous êtes informé, vous, de cette imminence de la conditionnelle? Non, j'avais été, la seule fois où j'ai été interrogé, si vous voulez, c'était le fait de savoir si on était ou non opposé à la remise en liberté de José Messina. Oui. Donc moi, si vous voulez, en tant que juriste, il faut être très droit, si vous voulez, dans notre réflexion. Moi, j'ai dit d'une part, c'est pas à nous de savoir si véritablement il est prêt pour le sortir. En revanche, une chose que je vous demande, c'est qu'il ne puisse pas revenir dans le département de la Savoie. Parce que je voyais, enfin j'imaginais, compte tenu du personnage, imaginez qu'il croise monsieur Garbolino, qui venait de perdre son épouse. Imaginez qu'il croise les membres de la famille Ferrand ou autre, je ne sais. Sa fille. Alors sa fille, paraît-il, aurait eu des contacts après avec lui, mais cela, c'est uniquement des ragots. Je n'ai aucune preuve de ce chef. C'est pour ça que je ne peux pas, franchement, je ne peux pas vous donner renseignement sur ce point. Vous qui l'avez vu, face à vous, qui avez lu ses lettres, etc., vous dites rien ne s'oppose sur le principe à sa libération conditionnelle. Non, si vous voulez, la libération conditionnelle, c'est pas la partie civile. C'est une décision, si vous voulez, de justice qui est prise par un magistrat ou un collège de magistrats, et après les avis des experts. Voilà. Moi, je ne suis pas expert. Non, mais vous, il y a des avocats qui me diraient, je m'oppose, ce type est un monstre absolu, il est hors de question qu'il sorte jamais. C'est pas ce que vous me dites. Je ne peux pas le dire parce que c'est pas juridique et ça correspond pas à mon rôle de partie civile. On peut pas demander l'application de la loi pour quand ça nous arrange et de dire et de s'opposer, si vous voulez, à ce que la loi prévoit. Donc il faut être honnête, si vous voulez. Moi, j'estimais que mon devoir était quand même de prévenir les autorités en disant, connaissant le loustic et le fait qu'il a des oursins sous les bras et qu'il va arriver en roulant les épaules, je pense qu'un jour il va débarquer en Savoie et il va rejouer son rôle. Bon, maintenant, s'il avait pu retrouver un travail au fin fond de l'Alsace, du Pays Basque ou du Nord, bon bah à ce moment-là, la loi aurait été appliquée. Il a fait sa peine de détention, il a fait sa peine de sûreté. Un collège d'experts préconise, why not? Voilà. Ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas toujours en partie civile, monsieur Fernex de Mongeac, c'est ça? Non, cher monsieur Ondelat, on s'est croisés dans des procès d'assises. On s'est croisés effectivement de plusieurs procès d'assises et vous venez en défense parfois. Je crois que, vous savez, j'explique souvent, et vous le savez tout aussi bien que moi, quand on rentre sur un terrain de sport, il y a des règles, il y a un arbitre, il y a 2 équipes, et il y a des règles qui doivent s'appliquer. Et les règles, elles s'appliquent pour tout le monde. Voilà. Donc elles doivent s'appliquer à l'avocat de la partie civile, à l'avocat de la défense, au parquet général, et puis voilà, au président de la cour. Voilà, je crois que c'est également ça qui fait un petit peu le ciment de notre code de procédure pénale et de notre droit pénal. Merci infiniment, maître Olivier Fernex de Mongex, avocat au barreau de Chambéry.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.